Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo du Cavalier de la Tourelle et je vais vous présenter une célèbre partie d'échecs qui a été jouée entre Bobby Fischer et Bent Larsen. Alors je m'appuierai notamment sur un livre du 13e champion du monde Garry Kasparov qui s'appelle Mes grands prédécesseurs, et c'est un livre vraiment passionnant qui raconte l'histoire des meilleurs joueurs d'échecs à travers toutes les époques, du 19e siècle, même avant, il parle de Philidor jusqu'à nos jours. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Alors, avant de voir la partie de Fischer contre Larsen, quelques mots sur les protagonistes de la partie. Donc là, vous voyez sur les photos, donc sur la gauche, en haut et en bas, c'est deux photos de Fischer. En bas, c'est quand il avait une quinzaine d'années, et en haut, un petit peu plus tard, à la fin des années 60. Et sur la droite, donc, on voit Bent Larsen, en bas quand il avait une vingtaine d'années, puis en haut un petit peu plus, quoi, dans les années 70. Donc Fischer, vous le savez sans doute, c'est un Américain. Donc il a été le 11e champion du monde d'échecs. Donc il est né en 1943, il est décédé à l'âge de 64 ans en 2008 en Islande. Donc il est devenu champion du monde en 1972 lors d'un match très célèbre contre le joueur soviétique Boris Spassky, qui était le tenant du titre à l'époque. Et à ce sujet, moi, je peux vous conseiller un film vraiment bien fait, qui est assez récent, il a 4-5 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Le Prodige, et qui restitue bien, je trouve, ce championnat du monde d'échecs en pleine guerre froide. Alors l'adversaire de Bobby Fischer, c'est donc Bent Larsen, un joueur originaire du Danemark, né en 1935, il est décédé en 2010. Et ce fut un des meilleurs joueurs d'échecs occidentaux des années 1960-1970. Par exemple, en 1970, c'est lui qui joue au premier échiquier de l'équipe du reste du monde dans le premier match URSS contre reste du monde. Et Fischer jouait seulement au deuxième échiquier. Alors après, Fischer a prouvé qu'il était supérieur à Bent Larsen, notamment en 1971 lors des matchs qualificatifs pour le championnat du monde qui aura lieu en 1972. Donc Fischer y bat en match Bent Larsen sur le score implacable de 6-0. C'est-à-dire il y a eu 6 parties et Fischer a gagné les 6 parties. Voilà. Donc la partie que je vais vous présenter, jouée entre ces deux joueurs, donc elle a été jouée en 1958 à Porto Rose en Yougoslavie. Alors maintenant c'est la Slovénie, un petit État qui est à l'est, au nord-est de l'Italie. Et c'était ce qu'on appelait un tournoi interzonal. Alors un tournoi interzonal, en fait, comment on pourrait expliquer ça? Disons qu'il y avait des zones géographiques. La Fédération internationale des échecs avait découpé le monde en zones géographiques. Et les vainqueurs de chaque zone, donc les tournois zonaux, participaient à un tournoi interzonal. Et les premiers de ces tournois interzonaux jouaient des matchs qualificatif pour le championnat du monde. Donc en fait, en 1958, ce tournoi interzonal a lieu, donc comme j'ai dit, en Yougoslavie, à Porto Rose. Et Fischer n'a donc que 15 ans à l'époque, donc la photo qu'on voit en bas. Et Larsen, il a 23 ans, donc quelque chose, il ressemble à peu près à ce qu'il y a sur la photo en bas à droite. Donc la partie... Donc c'est une partie que Fischer il commente dans son livre Mes 60 meilleures parties. Donc en anglais, alors je vais vous épargner en anglais, mon accent est pas extraordinaire. Donc c'est un livre qui est sorti pour la première fois en 1969 et il fait des commentaires de qualité sur les parties qu'il a jouées. Et il intitule cette partie comme étant la mort du dragon ou comment tuer le dragon. Et elle est également reprise par Kasparov dans son livre Mes grands prédécesseurs. Donc on va jouer les coups de la partie. Donc Fischer a les blancs. Donc ce coup C7, C5, c'est une sicilienne. Voilà, donc chaque joueur joue des coups assez classiques. Donc le cavalier attaque le pion qui est là. Donc Fischer défend. Et voilà. G6 qui est le coup constitutif du dragon. Et voilà, donc on arrive dans cette position
ou le fou qui est ici, là, en G7. On appelle ça un dragon. Pourquoi? Parce qu'il a toute la diagonale qui va de A1 à H8 qui est libre pour lui. Voilà, toute cette diagonale n'est pas gênée par des pions. Donc on dit que le dragon, il crache des flammes sur cette diagonale. C'est assez imagé. Hein. Voilà. Donc là, Fischer, il a joué F3. Petit roc. Voilà, la dame, elle vient là. Elle est là. Le fou, il sort. Donc chaque camp développe ses pièces. Et donc les noirs, ils ont déjà fait leur roc. Et les blancs, dans cette position, ben, ils vont faire le grand roc. Donc en fait, on va vraiment avoir une partie d'attaque typique du grand roc pour les blancs contre le petit roc pour les noirs. Et inversement, les noirs vont essayer de taper sur le grand roc des blancs. Alors dans ce type de position du dragon, donc Kasparov dans son livre donne quelques variantes et il indique le dragon n'est pas tué de nos jours, mais il est quand même sacrément blessé. Hein. Et puis on va voir un petit peu plus tard que Fischer n'est pas en très haute estime cette variante du dragon, notamment avec une maxime qui est restée assez célèbre, quoi. Voilà, fou E6, fou B3, dame A5. On voit que la colonne C est ouverte. Ensuite, les blancs, pour les noirs, ensuite les blancs, ils vont pousser leur pion à l'aile roi et ça promet une attaque terrible de part et d'autre. Hein. Et voilà, donc Fischer fait le grand roc. Et donc on va avoir cette fameuse attaque. Hein. Donc les blancs, maintenant, comme j'ai dit, leur plan c'est de pousser à l'aile roi pour essayer de casser le roc des noirs et inversement les noirs vont essayer de faire la même chose. Donc dans cette position, Larsen a joué B5 et il analyse également dans son livre, donc fou prend. Mais là, Fischer évidemment ne reprend pas avec le pion A pour pas laisser passer la dame. Il indique qu'il faut reprendre avec le pion C. Et du coup, le roi, il pourra aller se protéger ensuite en B1, comme ceci. Et ce qu'indique Fischer, c'est que les noirs ont du mal à créer une attaque contre le bloc de pions ici des blancs. Le roi, il sera bien protégé. Alors il précise que la finale de pions serait bien sûr sans espoir pour les blancs, mais en général, comme le dit Bobby Fischer, les noirs se font mater bien avant la finale dans la variante du dragon. Déjà, on commence à voir un petit peu son état d'esprit vis-à-vis du dragon. Hein. Donc si je reviens au coup de la partie, donc grand roc B5, donc roi B1, il met le roi à l'abri, B4, cavalier D5. Donc Larsen prend le cavalier de Fischer, et Fischer reprend avec le fou. Alors Fischer n'aimait pas trop fermer les diagonales à ses fous, donc c'est pour ça qu'il reprend avec le fou et pas avec le pion. D'ailleurs, on voit hein, dans ses parties, il a tendance à préférer les fous au cavalier. Mais l'analyse montre que la prise avec le pion, l'analyse post-mortem comme on dit, hein, était plus fort, car Larsen, d'après les analyses de Fischer, Larsen aurait eu plus de mal à égaliser dans la partie. Mais bon. Donc fou prend D5. Tour à C8. Une faute selon Fischer. D'après lui, il fallait échanger absolument le fou en D5, hein, comme ceci, parce qu'il était beaucoup trop fort. Donc Fischer donne quelques variantes et qui se terminent par une certaine égalité. Donc vous pourrez rejouer la partie sur l'échiquier dynamique qui sera en dessous de la vidéo et vous pourrez visualiser les quelques variantes que j'indique. Donc tour à C8, un coup considéré comme une faute par Fischer, et Fischer, évidemment, comme il aime bien ses fous, il replie son fou et on va voir qu'il va jouer un rôle très important dans l'attaque. Tour C7, et voilà, H4, c'est parti, à l'attaque. Et Fischer donne la recette, hein, comment tuer le dragon. Eh ben, il faut ouvrir la colonne H en jouant H4, H5, sacrifice, sacrifice, et puis après c'est mat. Voilà la recette simple donnée par Fischer. Donc Larsen ne se laisse pas faire, il joue dame B5,
avec l'idée de jouer A5, A4 pour embêter le fou en B3, ici, qui n'aurait plus de case hein, si le pion arrivait en A4, mince, pardon. Donc, Fischer continue son attaque. Alors, les prises en H5 hein, seraient suicidaires, hein, comme l'indique Fischer. Alors, on peut regarder une des variantes. Donc, cavalier prend H5. Fou prend G7. On roi prend. Tout ça, ce sont des variantes que donnait Bobby Fischer en personne. Cavalier F6, il n'y a pas le choix. Hein, le cavalier, il n'a pas trop de cases. La dame vient ici. Voilà. On pousse le pion. Si le cavalier s'en va ailleurs qu'en H5, il y aurait mat sur la case H7. Voilà, donc il n'a pas le choix, Larsen. Il doit jouer ça. Tour prend. Pion prend. Et maintenant, comment continuer l'attaque? Eh bien, justement, grâce à ce fou qui cloue le pion qui est en F7, Fischer indique G6, et sur la prise, la dame peut prendre, puisque le pion est cloué en F7, il ne peut pas reprendre la dame, le roi doit venir ici, dame échec, le roi vient là, et ensuite la tour fait échec, et c'est mat au coup suivant. Voilà, donc ça, toute cette variante, c'est pour montrer la force de ce coup H4, H5 hein, qui prend d'assaut directement le roc des blancs. Donc on va revenir à la position. La prise avec le pion G aussi n'est guère fameuse. Hein. Vous verrez les variantes dans la partie interactive. Donc du coup, dans cette position, Larsen, il bouge l'autre tour. Il double ses tours sur une colonne semi-ouverte. Donc la suite de l'attaque, donc Fischer ouvre la colonne H et pousse l'autre pion. G. Alors ce coup a un avantage, non seulement une des idées c'est de pousser le pion pour chasser le cavalier, pardon, mais une des autres idées c'est de passer la dame en H2 qui ira causer des misères au roi sur le roc. Donc Larsen essaye d'attaquer par A5, Fischer continue, mais l'attaque blanche on voit qu'elle arrive un petit peu plus rapidement. Donc dans cette position, Larsen a joué cavalier H5. Et Fischer, donc il analyse également la poussée A4, qui semble intéressante, puisqu'on peut se dire que le fou n'a plus de cases, et la variante qu'il donne est assez simple. Hein. Prise pour établir l'égalité matérielle, et là le coup surprenant, la prise en G7, et sur ce coup-là, il prend avec la dame, sans avoir peur de la prise avec la tour, à cause du mat qui est ici. Voilà, une très belle variante avec un mat final un peu inattendu. Et du coup, si on revient à la prise de la dame, dans la variante qui donne, bah les blancs ils restent avec une grosse pièce de plus, le fou en D4, et en plus le roi noir a quand même de gros problèmes pour se trouver une bonne case de protection. Donc dans la partie, Larsen n'a pas poussé le pion A, il est venu avec son cavalier en H5, et Fischer poursuit, selon sa maxime H4, H5, sacrifice, il donne la tour contre le cavalier. Et dans la partie, Larsen a pris, et ce qui est intéressant, c'est on est donc dans les années 50, en 1958, puis plus tard, quand Fischer écrira son livre « Mes 60 meilleures parties », donc en 1968 et publié en 1969, donc il n'a pas d'ordinateur, bien évidemment. Et il faut attendre des années avant qu'une défense ait été trouvée dans cette position pour les Noirs, et Kasparov indique la défense pour les Noirs à partir de cette position, après la tour qui prend le cavalier en H5. Donc la meilleure défense, je vous laisserai la découvrir dans l'échiquier interactif, en utilisant cet échiquier interactif. Et vous verrez que dans cette position, les Noirs disposaient d'une défense un peu inattendue.
Et du coup, on voit quand même que le dragon, c'est pas aussi simple que le laisse entendre Fischer. Mais en tous les cas, son attaque est quand même très intéressante et vraiment didactique sur cette variante du dragon, quoi. Elle montre bien comment les blancs doivent attaquer. Donc dans la partie, Bent Larsen donc, a joué ça, qui n'est pas le bon coup. Donc G6, profitant à nouveau du clouage du fou qui cloue le pion en F7. E5, prise en F7, le roi il est venu là, donc Fischer a bougé son fou, mais là on voit que si on fait seulement un bilan matériel, on se rend compte que les noirs ils ont un petit avantage matériel, mais là ça ne compte absolument pas. Il faut regarder la situation des rois. On voit que le roi blanc est parfaitement défendu par les pions du roc qui sont intacts, plus le fou en B3 qui joue un rôle défensif très important, tandis que le roi noir est tout nu. En fait, à part le fou qui est juste à côté de lui, il n'a aucun pion ou aucune pièce à proximité pour le défendre. Donc ça, c'est un facteur dynamique qui fait que la situation des noirs est très difficile. Donc dans cette position, Larsen, il a joué D5 pour éviter que la dame prenne en D6. Hop, donc Fischer a pris. La tour est venue prendre ici. D6, ouvrant la diagonale au fou. Tour F6. Je pense que Larsen se rendait déjà compte que la partie était bien compromise dans cette situation. Fou G5, attaquant la tour. Et là, il n'y a plus vraiment de bons conseils. Donc Larsen, il a joué la dame ici. Fischer a regagné son matériel. Il a poussé le pion attaquant la tour en C8. La tour est venue ici. Et dame D6 échec sur le roi. Donc là, par exemple, la partie s'est terminée là, avec l'abandon des noirs. Par exemple, sur fou ici, c'est mat, comme ça, en H6, avec la dame qui vient là. Ou bien, si le roi vient ici, après l'échec, je vous laisse deviner la suite pardon, s'il vient en G7, je vous laisse deviner la suite de l'attaque, qui commence avec tour G1. Et les noirs devraient se faire mater assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Donc on s'aperçoit que quand on joue grand roc contre petit roc, ça mène à des parties d'attaque vraiment très violentes. Là, l'attaque des blanches a été nettement plus rapide que celle des noirs. Fischer a mené cette attaque de main de maître. Et ça, on peut conclure aussi que le dragon est une variante un peu compliquée à jouer avec les noirs et qu'il faut vraiment être très précis. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu et puis nous posterons bientôt une autre vidéo sur un autre thème. Voilà, merci, à bientôt.